Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, violation des droits humains au Cameroun, Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et l'oppression du régime de Yaoundé sur les militants du MRC interpellés le 22 septembre dernier. Cette ONG demande au gouvernement de trouver des voies et moyens pour mettre définitivement un terme à toutes ces incarcérations ou pour décrisper le climat sociopolitique au Cameroun. Crise FECAFOOT, Ligue de football professionnel, l'Assemblée nationale interpelle les deux dirigeants des institutions à revenir à de meilleurs sentiments pour le bien du football camerounais. C'est l'un des points phares du discours de clôture du président de l'Auguste Chambre. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Fin de la session du mois de novembre au Parlement, le président de l'Assemblée nationale, dans son allocution, s'est appesanti sur les récentes élections régionales, mais également le budget de l'année 2021 fixé à 4 865 milliards de francs CFA. Kavaye Guédibril a également invité les dirigeants de la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel à enterrer la hache de guerre pour le bon fonctionnement du football camerounais. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengaye Gizogo. Du football au menu à l'Assemblée nationale lors de la clôture de la session de novembre. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé par 4 chemins pour appeler à la fin de la guerre entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je voudrais appeler les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, de la Ligue de football professionnel du Cameroun, à la retenue et à plus de sagesse. Les querelles actuelles entre les deux instances n'honorent guère notre mouvement sportif. Une sortie agréée dans les rangs des députés du RDPC. Soyons unis pour mieux construire notre pays. À la FECAFOOT, avec la Ligue de football, essayons de nous mettre ensemble. Faisons tout pour être ensemble, pour construire un pays où on vit bien. Et Kavaye Guédibril ne s'est pas arrêté là, au rang des inquiétudes, en ciblant les menaces liées au Covid-19. Je suis à nouveau habité par l'inquiétude face à la recrudescence des contaminations dans ces régions du Cameroun ou de relâchements prématurés. Sur ce point, son message fait également écho parmi les députés. Avec les instructions du président dans son discours qui nous a demandé de continuer toujours à respecter les mesures barrières, les populations aussi doivent respecter les différents textes qui régissent notre pays. Nous devons contribuer au recouvrement des impôts aussi pour pouvoir répondre aux exigences. Bien que le président de l'Assemblée nationale soit laudateur sur les régionales et leur suite, les députés n'en soulignent pas moins qu'il faudra observer les réalités du terrain. Nous allons voir ce qui va être affecté aux régions et c'est sûr que si ce sont des ressources financières qui sont, je dirais, qui ne sont pas en adéquation avec le rôle des régions. Quid du budget dont le montant s'élève à 4 865 milliards de francs CFA. L'opposition prend acte de son vote, bien qu'ayant relevé de nombreuses approximations. La loi de finances a été votée, même si nous, de l'opposition, nous étions contre le projet de loi au regard de tout ce que nous avons observé comme limite. Nous avons également assisté à un déploiement important des réseaux parlementaires qui a touché la plupart des domaines d'activité de notre pays. Et sorti des résolutions que nous croyons que le gouvernement prendra cela en considération pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Kavaye Guédibril espère voir les recommandations de la Chambre basse du Parlement suivies. C'est au gouvernement à entendre ce plaidoyer. Et je vous le disais en titre, violation des droits humains au Cameroun. Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et l'incarcération des marcheurs du 22 septembre dernier. Dans son récent rapport, cette ONG recommande au gouvernement de décrisper le climat sociopolitique très tendu dans notre pays. L'économie de ce rapport, dans ce reportage que signe Cédric Chouna Gladisidi.
Les autorités doivent mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et libérer immédiatement les prisonniers de conscience, fait savoir Amnesty International. Dans son dernier rapport sur le Cameroun, l'ONG indique que sur au moins 500 personnes arrêtées en lien avec les manifestations du 22 septembre dernier, en majorité des militants du MRC, au moins 160 sont aujourd'hui en détention dans les villes de Douala, Yaoundé et Konsomba. Parmi elles, 13 ont été condamnés à des peines de prison ferme par les tribunaux civils et 14 ont été renvoyés devant un tribunal militaire. 8 personnes ont été condamnées le 17 novembre par le tribunal de première instance de Mfou dans le centre à 2 ans de prison après avoir été déclarés coupables des délits d'attroupement, de réunions et manifestations publiques et de rébellion en groupe. 5 personnes ont été condamnées le 6 novembre à 4 mois de prison à Konsomba pour tentative de manifestation publique, fait savoir Amnesty International sur la base d'informations en sa possession. L'ONG renchérit en indiquant que les tribunaux militaires ne devraient en aucun cas être compétents pour juger des civils tels que rappelés dans les directives et principes sur le droit à un procès équitable de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Amnesty International, dans son rapport, évoque aussi le cas de Awassoum Mispa, la présidente des femmes du MRC, arrêtée le 21 novembre pour avoir réclamé avec des dizaines d'autres femmes la fin de l'assignation à résidence de Maurice Kamto. Elle a été inculpée de complicité de révolution et rébellion par un tribunal militaire et placée en détention provisoire avant d'être libérée plus tard. Aussi, le mouvement Stand Up for Cameroon réclame toujours la libération de 4 de ses membres arrêtés le 18 septembre à Douala après avoir participé à une réunion au siège du CPP. Ils sont toujours en détention provisoire après avoir été présentés au tribunal militaire à Bonondjo. Ils sont accusés de tentative de complot, révolution et insurrection. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, ces personnes incarcérées subissent des tortures et autres maltraitances dans des prisons au Cameroun. Aussi, Amnesty International pense que les auteurs des souffrances infligées à ces personnes doivent être identifiés et faire l'objet d'une enquête indépendante et impartiale afin d'être sanctionnés. Application des peines alternatives, où en est le Cameroun depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale? 4 ans après son adoption, la société civile tire la sonnette d'alarme sur la violation de cette disposition légale qui continue de maintenir en détention des personnes condamnées pour des faits mineurs. Aïk Cyril pour plus de précisions. C'est un sujet qui préoccupe la société civile. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en 2016, la disposition portant sur les peines alternatives n'est toujours pas appliquée. Le nouveau code pénal de 2016 a prévu l'application des peines alternatives, mais l'article 26 alinéa C exige un texte d'application qui est un décret qui n'est pas encore pris. Donc du coup, entre 2016 et 2020, nous n'avons pas encore pu effectivement appliquer des peines alternatives alors que les prisons du Cameroun ont une surpopulation de 400%. En attendant le décret d'application de l'article 26 du Code de procédure pénale, une question taraude les esprits. En fait de peines alternatives, de quoi s'agit-il? Les peines alternatives sont les travaux d'intérêt général. Lorsque on permet directement à un délinquant de réparer sa faute en rendant un service à une victime ou en faisant un travail dont la rémunération sera redistribuée autrement, je pense qu'on a une réparation directe qu'on n'a pas toujours dans les procédures en justice. Ainsi définie, la société civile reste convaincue que les peines alternatives constituent un levier sur lequel les pouvoirs publics peuvent appuyer afin non seulement de désengorger les prisons camerounaises, mais aussi de restaurer la dignité humaine. Mettre en œuvre les peines alternatives permet d'apporter une réponse à la protection de la dignité humaine dans le milieu carcéral. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a un fort besoin de reconstruire la confiance de la société camerounaise en la justice. Et donc, nous pensons que les peines alternatives peuvent être un levier sur lequel les décideurs peuvent agir pour créer un sentiment, n'est-ce pas, d'appartenance et d'implication des citoyens dans la vie de la cité. Mais une autre réflexion laisse entrevoir que même si le décret d'application était signé, la mise en œuvre des peines alternatives reste complexe.
Une des approches aussi serait l'expérimentation, avoir d'abord un petit échantillonnage, travailler d'abord peut-être avec certaines prisons qui sont dans des lieux peu sensibles, parce que si on veut commencer tout de suite en Kondengou, à Nouvelle, je ne sais pas si ce serait pareil que si on allait commencer peut-être à Yoko, où on a une faible population carcérale, où l'environnement peut-être s'y prête en termes d'environnement moins austère que peut-être qu'à Yaoundé, dans certaines. Donc je crois que c'est des réflexions à faire. À l'initiative de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, le débat sur les peines alternatives est ouvert à la faveur de la célébration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les populations de Niassoso par Tombel disent non aux menaces des groupes armés. Elles ont mis la main sur un gang de présumés séparatistes qui envisageaient d'interrompre les travaux de réhabilitation d'une route enclavée. Et pour dissuader les employés, ils entendaient enlever ces derniers. Cédric Chouna et Xavier Foka. Ces deux individus sont des présumés combattants séparatistes. Ils ont été appréhendés par les habitants de Niassoso par Tombel. Selon des informations locales, ils font partie d'un groupe qui planifiait procéder à des enlèvements des employés qui travaillent sur l'axe qui relie Tombel à Mbangem dans le département du Coupé Manengouba. Hier, j'ai dit les populations de Niassoso ont bravé la peur pour arrêter des amazoniens qui ont voulu arrêter des travaux de route Bangem-Tombel. Et avec ce courage de population, ils nous ont saisis et moi avec mes collaborateurs, on est arrivé là-bas pour les apporter notre appui. Selon des témoignages recueillis sur place, ils étaient 5 à avoir réussi à tenir en respect 5 travailleurs et saisir les clés de leur engin. Informés de cette situation, les jeunes se sont mobilisés et ont pu mettre la main sur 3 d'entre eux qui ont été copieusement bastonnés. L'un d'entre eux, grièvement blessé, a pu tout de même s'échapper alors qu'il était transporté pour l'hôpital. Tout en saluant leur bravoure, le sous-préfet de Tombel, Niam Léonard, demande aux populations de continuer dans cette lancée. Le message, c'est le message de mobilisation, le message qu'ils doivent assurer que les machines sont protégées. Ils doivent continuer avec ce courage-là parce que la peur est maintenant de l'autre côté. Et les populations ont compris que collaboration avec les autorités administratives, collaboration avec les forces de sécurité et de défense vont améliorer les situations. L'autorité administrative exhorte également les habitants des autres localités à suivre cet exemple en se constituant en comité de vigilance. Les 2 individus appréhendés ont été remis entre les mains des éléments de force de sécurité camerounaises et sont actuellement en exploitation par les services compétents. À Banka, dans la région de l'Ouest Cameroun, une famille saisit le chef de l'État Paul Biya pour dénoncer l'accaparement de leurs terres par un particulier. Malgré plusieurs tentatives auprès des autorités judiciaires du Haut-Cam, la situation n'évolue guère. La famille réclame justice. Andy Gagnon, Eric Fopoussi. Mouvement de colère d'une famille à Banka, département du Haut-Cam, à l'ouest Cameroun. Elle dénonce l'occupation illégale par l'opérateur économique Gemeni Jean-Claude d'un terrain laissé par leur sœur, défunte Élise Moncam. Voilà ma soeur qui est morte. Elle a défendu pour tout le terrain de son papa. Depuis son décès en 2019, la famille se mobilise pour continuer le combat qui l'opposait à l'homme d'affaires. Regardez les villas. On construit sur nos cimetières. Nous sommes les petits puissants, on va se construire où? On est où, on va aller où? Selon cette famille, Dame Élise Moncam hérite au bas âge de cette parcelle de terrain controversée de sa grand-mère maternelle. Le terrain sera alors vendu frauduleusement au sieur Gemeni par un notable banca ayant reçu mandat de la défunte pour des procédures à faire au cadastre. Nous comptons sur la justice, on a foi. Nous sommes dans un état de droit. Il est vrai. Il y a la cour est mêlée de tout ce qu'on sait. Mais ma soeur a eu des... Je ne peux pas dire que mon conseil, il est faux. On a des hommes droits dans la justice, qu'on rende justice. Elle a écrit au président de la République. Le jour où elle faisait cette lettre, elle était avec moi. Nous sommes allés à Yaoundé pour qu'elle dépose cette lettre. Elle a interpellé le ministre de la Justice. Je n'ai pas seulement en mémoire les dates. Elle a écrit au président de la République. Contacté par Equinox Télévision, le sieur Gemeni préfère botter en touche. Je n'ai pas d'intérêt à vous donner. Si quelqu'un n'utilise plus son terrain, oui. Il prend. Il a la... Oui. La télévision n'est pas récupérer le terrain pour lui le mettre. Vous comprenez, non? Je vous suis, grand frère.
La télévision ne peut pas récupérer le terrain pour le remettre. Donc, si quelqu'un dit que j'ai pris son terrain, il va là où il a le droit de prendre son terrain pour le récupérer. Moi, je sais que sur mon terrain, j'ai mes documents. Il est parti au tribunal, nous sommes au tribunal. Merci. Merci de m'avoir appelé. Arguant détenir un titre foncier sur le terrain en question, la famille de la défunte Élise Moncam appelle le chef de l'État au secours. La ville de Niété dans les tours de l'enclavement pour se rendre dans les localités voisines, à l'instar de Kribi situé à 40 km. Les voyageurs vivent un interminable calvaire dû au mauvais état des routes. La question a été évoquée lors d'un récent conseil municipal consacré au vote du budget. Benjamin Sam. De Kribi à Adjab, c'est un trajet de 42 km. Mais pour y arriver, il faut s'armer de courage et de résistance. Le projet routier Kribi-Bolova, qui devrait passer par ici, reste un mystère. Réunis en session ordinaire d'examen et de vote du budget pour l'exercice 2021, les conseillers municipaux de Niété sont préoccupés par le développement de leur commune. Ce ne sont pas les populations seules qui parlent de route. Moi-même, je sors de Kribi, j'ai mis 2 jours en route. Sur 40 km, j'ai dormi dans la plantation des Vétams où nous prenons les déviations. Nous sommes dans l'espoir. Comme tout dans la vie, une route sera, la route Bolova-Kribi par Akomde finira par naître. Parce que pour l'instant, je vous dis, on ne peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Ça ne passe pas. La route ne passe pas, les camions sont couchés là, même les motos n'arrivent plus à passer. Donc il est difficile. On nous accuse de ne pas assister aux réunions à Yaoundé. Nous n'avons pas d'hélicoptère. Nous allons passer par où? Voilà le véritable problème. Nous voulons travailler, être en contact des autres communes, des partenariats et tout, mais nous n'avons pas d'accès aux grandes villes pour l'instant. 1,174 milliard de francs CFA. C'est le budget de l'exercice 2021. Il devra, d'après la vision des conseillers, contribuer à mettre en place des projets générateurs de revenus. Mais le sous-préfet représentant le préfet de l'Océan les exhorte à explorer d'autres niches de revenus. Nous avons maturé environ 96 projets. Mais j'avoue que ma priorité aujourd'hui, ainsi que l'exécutif et tous les cadres communaux, c'est sincèrement la création d'une menuiserie municipale parce que nous sommes en zone de bois et nous nous disons que cette menuiserie qui pourra servir dans le cadre des activités génératrices de revenus va servir aux populations, va servir aux populations, à la commune et à tout le monde. Tous les services municipaux de Niété et même l'ambiance de la ville, jadis logés sous les plantations d'Eveya, sont désormais établis ici à Adjab, chef-lieu de l'arrondissement. C'était le premier défi de ce nouvel exécutif municipal. Management chaotique des droits d'auteur au Cameroun, le gouvernement se réveille de son sommeil et siffle la fin de la récréation. Après d'interminables dysfonctionnements observés dans ces entreprises de sociétés, ces différentes sociétés de gestion collective, Yaoundé a décidé du recouvrement de 12 années d'arriérés de redevances à reverser aux artistes. On voit tout cela dans ce reportage de Guy Zogo et Joël Essenge. Suite à une décision du gouvernement, l'opération de recouvrement des arriérés du droit d'auteur pour la période 2005-2017 a été lancée à Yaoundé. Les grands usagers concernés par cette opération se recrutent dans divers secteurs avec un montant conséquent à solder. Il s'agit de Nestlé, Cameroun, PMUC, le chantier naval et industriel du Cameroun, Camrail, Ascoma, Chococam, Port autonome de Douala, Sicam, Tradex, Maya, Glacerie du Cameroun, Guinness, MTN, Orange. Les créances sont évaluées à ce jour-ci pour les 12 années à peu près à 2 milliards de francs CFA. Pour la commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur, il est question de mettre un terme aux écarts de conduite de certains usagers, alors que le ministère des Arts et de la Culture y voit un moyen de résoudre les problèmes des artistes. Les 10 usagers, à un moment donné, ont fait preuve de mauvaise foi. Je dis mauvaise foi, pourquoi? Parce que pendant la période de trouble que nous avons tous observé dans le secteur du droit d'auteur, notamment dans l'art musical, n'ont plus continué à satisfaire leurs obligations. Bien que continuant, n'est-ce pas, à
exploiter les œuvres de ces artistes. Progressivement, il est en train de résoudre tous les problèmes des artistes, que ce soit ceux de la SONACAM, de la SCDV, de la SOCADA. On lui donne le temps normal et il va finir par résoudre tous les problèmes des artistes. Et les artistes vont entrer par la signature de ces décisions-là dans leurs droits que nous attendons tous. Selon les artistes, les parties devront trouver un modus vivendi, à défaut de quoi d'autres moyens seront envisagés. Il y a des sociétés qui se sont constituées séquestres, c'est-à-dire elles avaient gardé de l'argent, elles vont s'exécuter spontanément. Il y en a qui ont signé avec l'accord du GICAM qu'elles devraient verser l'argent tous les 15 mars de chaque exercice. Ben, si elles n'ont pas versé, puisque nous avons des créances exigibles, nous allons les exiger à verser ce montant-là. C'est donc un appel à la responsabilité qui est lancé à ces grands usagers du droit d'auteur. Les redevances dont nous parlons aujourd'hui sont en fait des arriérés qu'ils les payent afin qu'aujourd'hui l'artiste puisse sortir de la précarité. Parmi certains artistes, on se réjouit à l'idée d'avoir apporté une contribution à la mise en route de ces recouvrements. Sam Bende avait du mal à faire passer le message. Il avait ses avoirs depuis des années. Ayant créé le syndicat, le SINAMU, j'ai décidé, avec d'autres aînés, de créer un mouvement Debout pour nos droits. Et nous avons créé ce mouvement Debout pour nos droits pour soutenir Sam Bende. Ces créances dues par les grands usagers du droit d'auteur sont consécutives au contrat établi entre la Cameroon Music Corporation CMC et certaines grandes entreprises entre 2005 et 2008. Et comment améliorer l'investissement public au Cameroun? Cette préoccupation est au cœur des politiques publiques de développement. La réalité laisse voir des faiblesses qui freinent la réalisation des projets. Le gouvernement mise désormais sur un renforcement de l'implication des communes à la base, notamment en matière de maturation des projets. Donald Brice Kamgan et François Dikoumé. Un pont là où les populations attendent une route bitumée, un établissement scolaire en lieu et place d'un complément en enseignant, ces types de dérapages sont légion aux quatre coins du Cameroun. Des incongruités mettant en exergue des défaillances dans la conception et la maturation des projets. On observait qu'on envoie un pont sur une rivière alors que les populations de cette localité ont plutôt besoin de l'eau, de forage. L'idée partira de la base pour le sommet. Il n'y aura donc plus des projets qui reviennent du sommet vers la base et qui seront donc en incohérence avec les besoins exprimés par la base. Cet espoir est celui de la dizaine d'élus locaux qui prennent part à cette rencontre organisée par la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du littoral. Les élus locaux, mais aussi les administrations qui interviennent dans la chaîne de maturation des projets sont en conclave. Ils sont sensibilisés sur la nouvelle démarche de maturation instituée par le décret du chef du gouvernement de juin 2018. Ce texte instaure un comité technique de maturation et renforce le rôle des collectivités territoriales décentralisées à travers les rencontres régionales de maturation. Nous sommes en plein dans la décentralisation. Les projets peuvent partir du bas vers le haut. Voilà pourquoi on parle des sous-comités techniques départementaux qui ont travaillé déjà à la base avec les maires, qui ont validé et jugé mature des projets portés par des communes et qui peuvent les faire monter maintenant au niveau de la région avec le sous-comité technique régional. Une bonne maîtrise du nouveau cadre de maturation des projets par tous les acteurs de la chaîne permettrait de réduire les délais d'exécution des chantiers et de tordre le cou à la sous-consommation des budgets d'investissement public, un mal en bonne santé au Cameroun. Et les avocats à l'école de l'art oratoire, ils viennent d'organiser un concours pour désigner l'avocat le plus talentueux en oratoire, principal moyen utilisé dans les plaidoiries. Il s'agissait au cours de cet exercice de présenter l'impact de la Covid-19 sur les droits humains. C'était en marge de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autres précisions dans ce reportage de Guizogo et Emmanuel Diop. Ce virus dont les signes courants sont entre autres la toux. Un concours d'art oratoire, tel est l'exercice choisi par le barreau du Cameroun via sa commission des droits de l'homme et des libertés pour célébrer la 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La plaidoirie est un instrument pour l'avocat dans les prétoires. La parole est l'instrument principal de l'avocat.
et à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, il est important de permettre à nos jeunes confrères de s'exercer sur des thèmes définis à l'avance, comme celui d'aujourd'hui, droits de l'homme par rapport à la pandémie du Covid-19. Quant aux candidats présélectionnés, parmi 4 avocats, ne totalisant pas plus de 3 années d'exercice, les joutes ont été âpres autour du thème Covid-19 et droits humains. Au final, le vainqueur désigné par le jury est Maître Gérard Trésor Ngemaga Kameni, exerçant à Bafoussam. Au Cameroun, j'ai fait une observation selon laquelle, depuis le déclenchement de la Covid-19 en mars 2020, les différentes réactions des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, se sont faites par voie de communiqué. Alors, je me suis interrogé pour savoir, avec la voix autorisée de Gilles Gouglemi, si le droit s'écrivait déjà dans les communiqués de presse. Pour le bâtonnier par intérim, les candidats se sont montrés à la hauteur, même si le sujet n'a pas été suffisamment contextualisé. Les candidats ont globalement compris la question, même si je pense qu'ils auraient pu contextualiser de façon à ce que l'appréciation de ce qui se passe au Cameroun apparaisse davantage. C'est peut-être ça qui m'a laissé sur ma faim. La Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau, organisatrice de cet événement, explique la portée de ce concours. Nous privilégions et nous faisons la promotion du jeune avocat. C'est pour ça que nous organisons à chaque fois cette compétition, ce concours d'oratoire pour encourager les jeunes avocats à pouvoir s'exprimer, à prendre la parole devant une assistance. Il s'agit ici également de faire ressortir une thématique liée exactement à la situation des droits humains. Parce qu'il faut-il le dire, nous sommes en pleine célébration de la 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les participants, en dehors d'avoir montré leur talent, sont repartis nantis d'un diplôme après ce concours d'art oratoire sur les droits humains. Et de la réclame dans ce journal, Orange Cameroun, entreprise citoyenne, toujours plus près de sa clientèle, fait un heureux dans la ville de Yaoundé dans le cadre de sa campagne Vivons Vivant. Ce dernier vient de remporter la coquette somme d'1 million de francs CFA. Reportage. Voilà, on est avec le DMC, hein. C'est le DMC. C'est le directeur marketing et communication, c'est ça, non? Yes. Directeur marketing et communication de Orange Cameroun. Monsieur Yves Com. Je connais Monsieur Yves Com. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait, vous, Orange, de vous retrouver, de venir jusqu'ici? Surtout qu'on sait tout le trajet qu'on a fait. Et comment est-ce que vous sentez? Alors, ça, c'est un geste fort. C'est un message fort que nous voulons passer à chacun de nos clients pour leur montrer que Orange est proche de chacun de nos clients. Et Orange donne la possibilité à toutes les couches de la société, toutes les couches de ses consommateurs, à avoir une chance de gagner une partie des 120 millions qui est partagée pendant les 2 prochains mois. Bah, c'est clair, on est chez un gagnant et vous allez découvrir qui c'est tout à l'heure. Il ne nous attend pas, il sait qu'il a fait un achat. C'est par Orange Money qu'il a fait l'achat? Oui, par Orange Money. Il y a 120 millions à gagner. Attendez, vous allez voir. Bonsoir tout le monde. Hey le père. Ah, très content. Ah, enfin, vraiment. Sacré Lucas. Le premier jour que je vois ce type passer à l'émission Talent. C'était la nuit du rire. La nuit du rire. Le sketch de Lucas, le premier sketch de l'émission. Tu vois donc, finalement, grâce à Orange Cameroun, c'est Lucas qui t'apporte ton million. Tu as été tiré au sort parce que tu as fait un achat par Orange Money. Et aujourd'hui, je suis venu avec Monsieur Yves Com, c'est le directeur marketing et communication d'Orange. Déjà, vous adressez mes félicitations
Parce que vous avez fait confiance à Orange. Vous avez fait un simple paiement Orange Money d'environ 650 francs si je ne me trompe pas. Mais voilà, Orange tient ses promesses. Orange est venu jusqu'à chez vous. Orange a tenu à venir jusqu'à chez vous, tenir sa promesse et vous remettre ce chèque de 1 million de francs CFA. Voilà. Depuis le lancement vendredi dernier, il y a déjà plusieurs gagnants et il y en aura encore chaque jour 1 million de francs CFA. Chaque jour pour une personne et 5 personnes qui gagneront chacun 200 000 francs CFA. Félicitations, monsieur Kwam. C'est moi qui te donne ton million. C'est une joie et cette joie, je la partage avec tout le monde, avec les proches, tous ceux qui toutes les connaissances. La joie, c'est pas tellement même ce qu'on reçoit, c'est les faits créés en menant un artiste que nous voyons à la télé, quelqu'un plein d'avenir, vraiment que je soutiens, on soutient de cœur. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui ne vous voient pas, mais qui sont avec vous au quotidien. Du coup, c'est ça, là, je peux dire, c'est la bonne chose que j'ai reçue. Et ne manquez pas à 21h cet entretien exclusif avec le ministre centrafricain de la Communication. Un entretien mené par Cédric Noufélé et Serge Alain Autou. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Duval. Amnesty International inquiet de l'état des droits de l'homme au Cameroun. Selon Amnesty International, sur les 500 personnes interpellées le 22 septembre dernier, 160 sont encore en détention dans les prisons camerounaises. Et dans son récent rapport, cette ONG indique que ces personnes, ces prisonniers, subissent des tortures et autres maltraitances. Elle invite de ce fait le gouvernement camerounais à décrisper le climat sociopolitique très tendu dans notre pays. Climat également très tendu entre les acteurs du foot au Cameroun. Cela retient l'attention du président de l'Assemblée nationale qui, à l'occasion de la clôture, a invité les uns les autres à fumer le calumet de la paix alors que le pays se prépare à accueillir le CHAN 2021. Et vous l'avez dit, Duval Fangwa, Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, n'est pas passé par 4 chemins pour demander au président de la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel d'enterrer la hache de guerre. Et dans son discours de clôture, vous l'avez suivi, il leur a demandé de fumer le calumet de la paix. Cette injonction sera-t-elle entendue ou respectée? Là est toute la question, Duval Fangwa. Merci Julien Berthe-Bissaï. Merci à vous, Duval. Bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous. Mesdames, Messieurs, dans quelques secondes, retrouvons nos invités sur le plateau d'Equinox ce soir, le débrief. Retour sur le plateau d'Equinox Soir de ce vendredi 11 décembre 2020 avec nos invités Alex Nguépi, homme politique, Albert Atola ici, journaliste, Jean-Franklin Momo, journaliste, directeur de publication d'Africa Business Magazine et consultant en management, et le docteur Louison Essomba, enseignant de droit public au département à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Je commence avec vous, Alex Nguépi. Amnesty International est préoccupé par la situation des droits de l'homme. Il y a un chercheur qui a donné un point de vue sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, insistant notamment sur les arrestations des militants du MRC dans le sillage des marches du 22 septembre. Oui, Duval, avant de reprendre, si vous me permettez de dire un petit mot au sujet précédent. Je voulais juste dire au sujet précédent que les péages automatiques qui sont instaurés ne vont créer aucun emploi, parce qu'en principe, si les gens devaient passer 5 minutes au niveau des péages, avec l'automatisation des péages, ils devraient passer en principe 20 secondes. En 20 secondes, donc, tous les moments qui vendent autour de ces péages-là seront donc incapables donc, de continuer à faire le commerce si le projet aboutit.
Donc si elle continue à vendre, cela voudrait donc que c'est un échec et que c'est un système purement budgétivore. Ceci étant dit, parlant d'Amnesty International, vous voyez, Amnesty International est en train de rappeler le Cameroun sur les traités accords internationaux qu'ils ont signés, que le Cameroun a eu à signer. Et Amnesty International nous donne là des leçons sur la gouvernance électorale. Parce que le problème qui se passe sur la violation des droits de l'homme au Cameroun, c'est un problème de gouvernance électorale. Pourquoi est-ce que ces personnes manifestent et pourquoi est-ce que l'État viole leurs droits fondamentaux? Tout simplement parce que la gouvernance électorale permet que les citoyens puissent élire l'homme politique ou bien les leaders politiques qui auront à cœur les intérêts supérieurs de la nation et qui pourront apporter le bien-être aux populations. Ceci étant dit, c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que le MRC avait décidé de ne pas prendre part aux élections couplées de 2020 et aux élections régionales qui ont aussi eu lieu tout récemment. Pourquoi est-ce que cela se produit? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas pu passer ces élections, parce que nous avons dit que la guerre au Nozo était, on ne pouvait pas aller aux élections sur le dos des Camerounais. Et le professeur Kamto, aussi éminent juste qu'il est et homme prévoyant qu'il est, il sait très bien que si l'ordre gouvernant continue à s'entêter d'organiser des élections contre la volonté du peuple camerounais, parce qu'il faudrait qu'on le dise aux Camerounais, que prendre part aux élections pour un citoyen, c'est de deux choses. L'acte de voter, c'est-à-dire vous pouvez voter un bulletin blanc ou voter un candidat, c'est prendre pour l'élection, ou l'acte du boycott, ne pas aller aux élections, est un acte électoral. Et tout acte électoral doit mériter une publicité. Une publicité, c'est de faire campagne pour le boycott ou bien pour ceux qui vont voter. Et malheureusement, au Cameroun, dans le système totalitaire où nous sommes, où on veut contrôler les pensées, donc on voudrait donc empêcher à cela de pouvoir assouvir cet acte du boycott, qui est un acte électoral. C'est ce qu'on ne dit pas souvent assez aux Camerounais. L'acte, comme tantôt je l'ai signifié, l'acte électoral, c'est décadé en deux choses, voter ou ne pas voter. Vous votez, bulletin blanc, nul, ou bien un candidat. Vous ne votez pas, c'est tout un acte électoral. Ceci étant dit, si vous me permettez, avant de chuter, en quelques secondes, c'est dit que les lois liberticides qui existent au Cameroun, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, on a des lois liberticides, on a une administration qui fait du libertinage, on a un libertinage administratif qui existe au Cameroun. Amnesty International veut simplement rappeler à l'État du Cameroun que si vous continuez à violer les droits fondamentaux, qui tirent leur source, hein, parce que la liberté publique qu'on a tout tantôt, comme tout brandi, tire leur source des droits fondamentaux. Donc, aucune liberté publique ne devrait en principe violer les droits fondamentaux. Donc, si vous continuez à violer les droits fondamentaux des Camerounais, et particulièrement pour ceux qui manifestent et ceux des populations du Nozo, il se pourrait que l'ONU puisse être amenée à frapper le Cameroun par le terme menace à la paix. Je tiens à rappeler aux Camerounais que c'est l'expression menace à la paix qui a été utilisée par l'ONU pour la session du Soudan. Et c'est parce que le professeur Kamto le sait, le MRC le sait, que nous demandons donc au peuple camerounais de tout faire pour afin que l'ordre gouvernant d'abord résolve la crise anglophone qui est en train de cristalliser la situation politique au niveau du Cameroun. Parce que si on ne le résout pas, l'ONU, une fois qu'ils vont appuyer sur le levier de menace à la paix, alors on pourrait avoir des forces onusiennes dans la partie anglophone camerounaise, et une fois que ces forces onusiennes seront installées, alors les forces de l'ordre, les FMO camerounais qui sont au nord ou au sud-ouest seront priés de retourner dans la partie francophone, et de ce fait, comme l'avait dit un penseur français au niveau lors de la Première Guerre mondiale, on conquiert un État par les armes, mais on s'installe par l'administration. Donc une fois que les FMO ne seront plus du côté du Nozo, cela donnerait donc du temps aux ambazoniens d'installer donc une administration. Vous comprenez un peu? Et c'est parce que le MRC veut éviter qu'on aboutisse à la paix, et qui permettrait donc qu'il y ait une ligne de démarcation comme ça s'est produit en Côte d'Ivoire, et que les ambazoniens puissent donc installer de manière péremptoire une administration. Et là, les débats vont changer. Okay. Les débats ne seront plus sur la forme de l'État, mais les débats seront sur la succession. Donc il est important, il est urgent que tous les Camerounais qui pensent au bien-être du Cameroun et qui pensent, comme nous, nous le pensons, que le Cameroun reste un et indivisible, il est urgent qu'il y ait un véritable dialogue national inclusif avec tous les acteurs, que ce soit à Utabe ou Choyaba, parce que dans la bonne gouvernance électorale, pour qu'un système électoral, pour que des élites politiques qui viendront des unes,
Il faudrait qu'il y ait un code électoral consensuel. Mais pour que on sait que la question du NOZO, la question de l'élection était les principales préoccupations du MRC avant le lancement des manifestations. Et c'est ça qui amène justement qu'il y ait violation des droits fondamentaux et que Ahmed Sintanzo s'insurge. Parce que le MRC défend ces causes-là, qui sont des causes patriotiques. Albert Alator, là ici, Amnesty International préoccupé par la situation des droits de l'homme dans notre pays. Oui, déjà, je vais peut-être vous choquer pour vous indiquer que s'il existe de modèles démocratiques, ça veut dire que Amnesty International a raison. S'il n'y a pas de violation des droits de l'homme, là où se trouve Amnesty International, ça veut dire que Amnesty International a raison. Là, je veux parler en tant que citoyen camerounais qui a horreur de l'inquisition. J'ai horreur des inquisitions parce que il y a le franc CFA qui crée beaucoup de morts sur le continent africain, pratiquement un génocide. J'ai jamais vu Amnesty International en faire un rapport là-dessus. J'ai vu, et c'est des problématiques qui devaient intéresser les politiciens comme M. Ngépi. J'ai vu des soldats français violer les enfants du côté de la Centrafrique, notamment l'opération La Force Sangaré, je crois. J'ai pas vu le rapport de l'antenne. Oh, c'est un rapport. Il y a eu des rapports là-dessus. Il a fallu que nous fassions pression dans notre média. Okay. Je sais de quoi je parle. Il a fallu que nous fassions pression dans notre média pour que Amnesty International. Mais il y a eu un rapport et il y a des musiques qui ont été prises contre ces soldats-là. Non, il n'y a aucune musique qui a été prise, aucune, parce qu'ils ont été, mis hors de cause par la justice française. C'est une affaire que j'ai suivie de très près, M. Duval. Donc, écoute, et Amnesty International, je crois que c'est une ONG qui est financée par des cabinets que nous connaissons très bien. Donc, je voudrais pas occulter le fait qu'il y a certains dérapages, notamment en matière de gestion des libertés. Pas seulement dans le contexte camerounais, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Je voudrais également indiquer que Amnesty International, du moins ses financiers, demandent aux pays africains notamment d'avoir des institutions fortes. Vous ne pouvez donc pas demander aux États, donner des injonctions aux États d'avoir des institutions fortes et vous vous permettez de faire de l'inquisition alors que vous n'êtes pas un modèle démocratique. Donc je pense qu'à mon sens que lorsqu'on me parle d'Amnesty International, Women in Rights et tout ça, franchement, j'ai envie de dire de quoi je me mêle. Docteur Lison Isomba, il y a quand même des organisations qui se projettent sur la scène internationale comme étant des sortes de gendarmes qui doivent veiller sur l'état des droits de l'homme dans les différents pays. On se souvient quand même qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, je crois, qui a été adoptée le 10 décembre 1948 par 58 États. C'était à Paris. Et il y a des États donc qui sont mis d'accord pour que les droits de l'homme soient respectés à travers le monde. Et je crois que Amnesty, dans ce cas, n'est qu'en train de faire un rappel à l'ordre, non? Bien entendu, Duval, est-ce qu'il faut simplement passer à l'Amnesty International? Nous savons que même l'État français, au plus haut sommet de sa gouvernance, nous avons vu Macron faire une sortie, Yves Le Drian a fait la même sortie pour demander justement l'apaisement du climat sociopolitique extrêmement tendu au Cameroun. Ce n'est pas simplement du monopole d'Amnesty, mais ce que nous vivons en réalité, c'est que le Cameroun, on l'a toujours souvent dit avec vigueur, a des très bons tests. D'ailleurs, nous avons ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux, parmi lesquels cette déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons célébrée hier, le 10 décembre 1948. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Alors, c'est pour dire quoi, Duval? Le Cameroun, j'ai toujours eu à justifier l'attitude de l'État selon deux contextes. Vous savez, quand l'État est sous pression, l'État devient injuste. Et à ce moment-là, l'État ne peut que violer de manière flagrante les droits de l'homme, ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas être condamnable. On se rappelle tous de l'affaire Albert Wukong, où il avait eu gain de cause. Il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, où on a condamné l'État du Cameroun pour sévices corporels extrêmement graves sur un citoyen. Donc nous avons des cas pareils. Nous savons qu'aujourd'hui, et quand l'État n'est pas sous pression, l'État peut paraître juste. Justement parce qu'il n'y a aucune pression sur lui et à ce moment-là, l'État estime qu'il faut respecter nos droits, les règles de droit, surtout les procédures en matière d'arrestation. Vous savez, on parlait tout à l'heure des peines alternatives. Pourquoi les peines alternatives? Justement pour désengorger les prisons. Parce qu'en réalité, pour un délit, on ne va pas vous prendre et vous mettre en cellule.
On sait que vous avez un domicile, on sait que vous pouvez revenir, on vous inflige si c'est même une sanction. Et après la cellule, on vous défère. Voilà, vous voyez, donc tout ça, en fait, le fondement réel des peines alternatives consistait justement à désengorger les prisons. Et vous voyez, aujourd'hui, on regrette tout simplement parce que... Et les statistiques, justement, indiquent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont détenues dans les pénitentiaires du Cameroun sans avoir été jugés. Sans avoir eu un jugement. Ils sont très nombreux. Et je dois vous dire, Duval, pour le Camerounais qui n'a jamais mis les pieds en cellule, il est dans une maison d'arrêt, il ne va pas comprendre de quoi il est question. Je vous assure, quand vous entrez dans cette maison d'arrêt, allez à Nubel, vous êtes en santé, vous tombez malade. C'est-à-dire avoir tout simplement les conditions carcérales, vous comprenez que vous avez un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Parce que quand vous vous trouvez dans des situations pareilles, c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, lorsque des arrestations sont faites sans le moindre respect des procédures, c'est-à-dire que, un peu comme vous avez eu même Peter Foroki ici, qui vous expliquait comment est-ce qu'il a été arrêté. Il a été piégé. C'est-à-dire que, il y a des procédures. L'État, c'est vrai, le créateur de la norme, mais l'État, par souci des autorités, doit d'abord respecter la norme. C'est ça, en fait, le paradigme. L'État doit respecter la norme. Et quels que soient les contextes, on sait quand même qu'on a un Dieu. Notre Dieu, c'est la loi. C'est la règle de droit qui existe. Donc, une fois que l'État vient à torpiller cela, ce n'est pas, à mon sens, une bonne chose et ça ne raffermit pas, ça ne procède pas au raffermissement de l'idée de l'État de droit dont on se prévaut. Vous voyez, on l'affiche, ça devient un credo politique aujourd'hui. Le Cameroun est un État de droit, mais quand nous regardons sur la pratique ce qui se passe, ça laisse quand même à désirer. C'est la raison pour laquelle j'ai encore vu hier la belle image, je suis par là du Val, Ouattara et Konan Bédié. J'ai vu les commentaires ici, mais je crois que ça mérite d'être touché. Ça mérite d'être rependu. Vous voyez, je prenais encore l'exemple. Et les signes d'apaisement montrés par le président Alassane Dramane Ouattara. Je prenais encore l'exemple du Val. Vous vous rappelez quand le président de la République, Paul Biya, avait reçu Ni John Fondi. Mais ça fait un écho terrible. Les gens ont estimé que le président, c'est un démocrate, il est ouvert. Mais pourquoi ne pas le faire dans un contexte aussi bruyant, aussi difficile? Et surtout que le président Kamto a tendu la main, dit-on. Non, écoutez, moi je pense que ce n'est pas simplement lui. Le président peut recevoir Kamto, il peut recevoir le Chief Moukete, il peut recevoir le cardinal Christian Toni, il peut recevoir pour les d'autres leaders politiques. Oui, il peut les pas Kawala, les Kawala, la Lisa Dio et bien d'autres. Il peut les recevoir au palais pour essayer de changer. Vous allez voir qu'une telle image va permettre aux uns de comprendre qu'il y a quand même une réelle volonté d'aller vers un élan d'apaisement de la situation sociopolitique. Alors, Jean-Franklin Momo, peut-être pour vous amener sur votre terrain, qui est le terrain de l'économie, les peines alternatives, au-delà de ce qu'elles permettraient de décongestionner les prisons et éviter qu'il y ait de plus en plus de gens qui vont en détention, pourraient également être un levier économique, c'est-à-dire que des gens qui travaillent et qui permettent avec le fruit de leur travail de se prendre en charge et peut-être de contribuer à la production ou au développement, la croissance dans notre pays. Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de féliciter le colonel de la Légion du littoral, M. Amogou, qui m'a fait sortir d'une situation très difficile parce que là, nous sommes sur le terrain du droit, mais il faut reconnaître qu'il y a encore des Camerounais qui font vraiment le boulot. Ce monsieur a pesé de tout son poids pour essayer de me disculper d'une situation qui allait me pousser à un endroit où je n'imaginais pas. Donc il faut que nous puissions dire au Camerounais qu'il y a encore des gens qui aiment le boulot. Maintenant, par rapport à votre question, ce que je veux simplement dire, c'est que sur le comptoir du grand frère Essomba, qui est un brillant juriste, on peut maximiser le paradigme de l'équilibre juridique dans un pays qui se veut compétitif, parce que c'est le droit qui régule la société moderne. Or, dans une société moderne qui se veut compétitif à l'international, si vous avez un droit, si vous avez les acteurs de droit qui ne pratiquent pas, je veux dire, son métier de manière dans les règles de l'art, il sera très difficile à ce pays de présenter une image assez crédible sur le plan international. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important pour essayer d'illustrer ma démonstration. Il est ridicule qu'un citoyen qui est identifiable, qui a un domicile, qui a un emploi précis, se retrouve en train d'être, je veux dire, ambassier, je pense qu'on peut, au-delà de tout, trouver des voies et moyens pour que certaines personnes puissent comparaître des temps libres. Donc je pense qu'on pouvait faire au-delà
On peut faire autrement les choses. Le procédure pénale le prévoit. Justement. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut que nous puissions comprendre que le droit, c'est un socle régulateur sur lequel se repose la loi, garante des libertés individuelles équitables pour tous. Est-ce que les acteurs qui sont censés appliquer le droit font bien le boulot? Je dis oui et non. Si ces gens faisaient vraiment le boulot, ils ne devaient pas avoir 5 Camerounais qui sont embassés pour des raisons où j'ai du mal à pouvoir élucider. Donc je pense qu'on peut faire autrement pour que le Cameroun puisse grandir. On a un peu fait barde sur le plan de l'applicabilité du droit. Sachant qu'il y a des manquements, il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines qualités qu'il faut observer. Maintenant, sur le plan du dynamisme économique, quand vous savez qu'il n'y a pas d'environnement économique propice si le droit ne suit pas. Mais je pense qu'il y a des acteurs économiques qui n'ont pas aidé le chef de l'État à pouvoir asseoir une dynamique d'efficacité de performance. Parce que quand vous observez un peu la société camerounaise de manière générale, vous allez dans les ministères, vous allez dans les entreprises privées, c'est chacun qui est patron et qui est le super patron à son niveau. Bon, c'est bien vrai que nous sommes dans une période où on bagarre de tous les côtés pour voir comment est-ce que les choses vont changer. Mais il faut que nous puissions savoir que chacun à son niveau doit essayer de balayer devant sa cour afin de proposer des mesures objectives pour que de manière générale, que le Cameroun puisse contribuer en mettant sur pied des véritables stratégies pour un véritable changement de cap pour que le Cameroun ne puisse pas sombrer. Attends, là, ici, je reviens à vous, mais sur un autre terrain, le terrain du sport. On a écouté le président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, à la clôture de la session de novembre, plaider pour que les principaux acteurs du football camerounais fument le calumet de la paix au moment où le pays s'apprête à accueillir le CHAN 2021. Oui, écoutez, ce qui se passe, notamment à la Ligue de football, et au Ligue professionnelle de football et au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est assez inédit. Vous savez, partout où il y a de l'argent, il y a toujours des bagarres. S'il n'y avait pas d'argent de ce côté-là, il n'y aurait pas de bagarre. Donc, il s'agit de jeux d'intérêt, des conflits d'intérêt, il s'agit de jeux d'intérêt, des luttes d'intérêt. Donc, je crois que tous ces beaux mondes qui se bagarrent, ce n'est pas forcément pour l'intérêt du football camerounais, c'est essentiellement pour leur propre intérêt. Quelquefois, j'ai des images qui me choquent. C'est-à-dire, vous voyez, un joueur, société d'une équipe, d'un club, je préfère peut-être son nom, le nom de ce club-là, qui va aux entraînements, qui n'a pas de prime d'entraînement, et qui n'a pas l'engin de taxi. Et il revient chez lui à pied, affamé. Et vous attendez que ce joueur-là soit compétitif. Vous parlez de... C'est ici au Cameroun? C'est pas ici au Cameroun. Dans un championnat professionnel. Un championnat qui est professionnel. Je crois également dans la chaîne de télévision Equinox, j'ai vu les images des joueurs d'un club qui ont été mis dehors dans un hôtel. Parce que le club n'avait pas payé la facture. Voilà donc les images de notre football. Si c'est à ce niveau-là. Non, on a vu aussi l'avion de Lyon immobilisé quelque part parce qu'on a je pense qu'on a parfaitement raison parce qu'il faut une véritable politique de sport qui permet à ce que le sport puisse être comme une sorte de business où on gagne, où on investit, on gagne. C'est de ça qu'il s'agit justement. C'est-à-dire que ailleurs, le football, ça devrait être une industrie. Si c'était géré dans les règles de l'art de la gouvernance, sportive bien sûr, mais dans un sport où on peut le faire play, malheureusement, vous avez les actes d'anti-jeu de manière constante. Je pense donc qu'on n'avait pas besoin, si c'était normal, si les choses se passaient de manière normale de ce côté-là, le président de la Chambre basse du Parlement ne se sentirait pas obligé de donner de la voix. Est-ce que justement, ces gens, et ça c'est aussi la conséquence du choix des hommes, parce qu'on a eu plusieurs comités, je crois, de normalisation, au niveau de la FECAFO, on pensait pouvoir régler les problèmes. Jusque-là, on retourne à la case départ. Alex Guépi, au moins au moment où on se prépare pour accueillir des étrangers, on devrait mettre entre parenthèses nos querelles et peut-être reprendre la bagarre après le départ des visiteurs. C'est peut-être le message du président de l'Assemblée nationale. Ce président national, s'il fallait faire nos querelles, je tiens à rappeler au Camerounais qu'il a dû courir, venir au Cameroun lorsqu'il fallait organiser la session de plein droit afin de désigner le nouveau président. Et qu'à l'époque, il avait violé les lois camerounaises. Il avait refusé le port de masque de 1 et il n'a pas suivi les mesures barrières. Il n'a pas été confiné tel qu'il y avait un arrêté. Mais en même temps, ce n'est pas des lois. Non. Les décrets, les arrêtés sont des lois. Ce sont des règlements.
Ce sont des lois. C'était les mesures prescrites par l'OMS. Non, il y a un ministre qui avait sorti un arrêté dessus. Il y avait un décret dessus. Ce sont des lois. Les règlements sont des lois. Ils doivent être respectés par tous. Et il a violé cela en tant que l'homme qui est le gardien de la maison du peuple. Et quand il vient aujourd'hui donner des leçons aux Camerounais, à un moment, il fallait qu'il se mire lui-même. Je tiens à dire que là où on attendait M. Kavaïgué Djibril, ce serait de mettre sur pied une commission parlementaire, afin de voir ce qui se passe entre l'Africa Foot et la Ligue. Il peut le faire. C'est le rôle de l'élu, du député. Mais il laisse ce qu'il peut faire. Il s'en va arranger les problèmes, puisqu'il a presque le même âge qu'avec le général Semengue. Et quand le parlait, vous comprenez qu'il flanche pour le général Semengue. Donc, il s'en va là et donner un petit coup de main au général Semengue parce que son ami... Pour ça, l'intention. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. On sont des Camerounais. Ceci étant dit, donc on l'aura attendu sur cela. Et il faut rappeler qu'il y a des commissions parlementaires sur la jeunesse et le sport qui existent. Donc, ça ne coûtait rien qu'il mette une enquête parlementaire. Et je tiens aussi à dire que on ne devrait pas avoir ce genre de débat dans un pays, dans un état de droit. Hein, parce que le TAS a rendu une décision. Et cette décision ne souffre pas de l'autorité de la chose rendue. Donc, en principe, de la chose jugée. Donc, en principe, elle devrait être exécutable. On parle d'état de droit. Tout à l'heure, j'ai aimé quand mon grand frère Lucien Somba a dit que l'État est le créateur des normes juridiques. C'est vrai. Mais seulement, est-ce qu'on confond l'État à l'autre gouvernant? C'est ça qui est la question. Parce que l'État, en fait, l'autre gouvernant pense que leurs intérêts sont l'intérêt de l'État. C'est qui l'État? De manière constitutionnelle. L'État, c'est quoi? C'est un territoire qui peut être inerte, qui peut... Et aujourd'hui, avec la troisième génération des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on parle même des animaux qui ont dans le territoire, on parle des plantes, de la fleur et consorts. Auparavant, première, deuxième génération, on ne parlait que de l'État en tant que territoire inerte. Donc, c'est un territoire. C'est un autre gouvernant, mais qui constitue les 0,01% de la population. Et troisièmement, ce sont les populations, c'est le peuple. Dans ce cas, l'autre gouvernant est inclus dans le peuple. Donc, quand l'État est source de loi, mais ce n'est pas le gouvernant, la source de loi ici, ce sont les populations. Parce que c'est elles qui vivent, c'est elles qui s'émouvent. Donc, est-ce que l'intérêt que l'État, vous et moi, que l'autre gouvernant qui est mandaté pour prendre des décisions en lieu et place de l'État, est-ce que ces décisions qu'ils prennent sont en faveur de l'État véritable, l'État primaire, qui est la population, qui sont les populations? Donc, on se rend donc compte par cette démonstration. Mais vous avez dit mandaté. Ils sont mandatés. Mais seulement ils ont obtenu le mandat du peuple pour agir en son nom. Vous savez, on peut être mandaté par la force, c'est-à-dire quand c'est un coup d'État dans un pays, dans un système totalitaire ou dictatorial, on est mandaté. Parce qu'on le prend par la force, c'est-à-dire on doit tout agir au nom du peuple. Donc, est-ce que dans l'intérêt gouvernemental est l'intérêt des populations? C'est donc dire quoi? C'est donc dire que si le Cameroun est un état de droit... Mais si quelqu'un agit avec un mandat qui n'est pas celui du peuple, le peuple a le devoir de le mettre de côté. Il y a usurpation parce que c'est le peuple qui est détenteur, qui est titulaire de la souveraineté. Et l'autre gouvernant ne fait que l'exercer. Il faudrait qu'on fasse le distinguo. Ceci étant dit, si le Cameroun est un état de droit... Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans sur la question de l'Africa Foot, les acteurs et la préparation du... J'ai dit au préalable que le TAS a rendu une décision qui devrait être appliquée. Au profit de qui? Non. L'État a rendu une décision qui devait être appliquée. Oui, qui devait être appliquée. Donc, dans un état de droit, en principe, on devrait respecter. Mais comme l'ordre gouvernant, qui ici est caractérisé par le RDPC, puisqu'ils sont d'affaires, par cette machine-là, alors ils ont d'autres intérêts. Et c'est donc là où M. Kavaïgué Djibril, qui est le gardien de l'avenir du peuple, confond donc que lui, en tant que gardien du peuple, s'il devait donc agir dans l'intérêt de l'État du droit, dans l'intérêt des populations, il aurait donc fallu pour lui de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Donc, la sensibilisation? Non, ce n'est pas une sensibilisation. On agit pas. Non. C'est une façon de dire qu'au-delà des lois, il y a la convivialité. Non, il n'y a pas au-delà des lois. Il y a la nécessité. Non, il n'y a pas dans une république. Je mets d'accord pour accueillir. Dans un état de droit, il n'y a rien sur des lois à part le peuple. Est-ce que l'intérêt du peuple camerounais demande que la décision du TAS ne soit pas appliquée? Voilà le problème. Très bien. Aussi simple que cela. Docteur Jean Isomba, il n'y a pas que les acteurs de foot, il y a aussi les artistes musiciens qui ont du mal à se mettre d'accord. On se souvient, il y a quelques semaines, il y a une AG qui avait avorté
Mais cette fois, peut-être que ce sera la bonne. Le ministre, on parle d'une assemblée générale élective qui devrait se tenir demain et qui se fera en présence du ministre des Arts et de la Culture. Peut-être qu'au moins là, on sortira avec quelque chose de bien, de positif pour les artistes. Duval, permettez-moi un peu d'ouvrir la fenêtre du sport pour indiquer que cette affaire, vous avez vu, il y a au plus haut sommet de l'État, la sortie du président de la République, qui a instruit le Premier ministre de trouver toutes les voies possibles pour justement faire fumer à ces gars le calumet de la paix. Et ça, je rejoins Anatole. Chaque fois que des intérêts justement particuliers seront au-dessus de l'intérêt général, on ne va vivre que le spectacle que nous sommes en train de vivre, qui est désolant pour notre image. Et je suis encore plus choqué que, vous voyez, la question du sport est portée au sommet des instances politiques délibérales. Nous avons une crise qui dure depuis 4 ans. Rien n'a été inscrit. Cette affaire n'a jamais été inscrite au Parlement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, la volonté de nos parlementaires... Mais là, docteur, le sujet n'est pas inscrit au débat. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a exprimé un peu. Il y en a même, c'est tout dernièrement qui dit non, il faudrait qu'on associe les populations. Mais cette question, quelle est l'instance la mieux placée pour discuter d'une situation aussi grave, celle que nous vivons, la crise que nous vivons au sud-est et au nord-est? Alors, quand je l'ai dit, je ferme cette fenêtre pour ouvrir la porte justement vers les artistes. On a souvent dit que la musique adoucit les mœurs. Moi, on est très curieux de savoir que de ce côté-là, la musique plutôt crée des tensions entre les artistes. Parce que quand vous regardez ce qui est en train de se passer, toutes les instances qui ont toujours été mises en place sont sorties sous des pressions, sous des problèmes. Vous avez vu Safa Thomas, mais les autres artistes ont même dit ont demandé de ne même pas le voir. Parce que même au niveau de l'Assemblée générale préparatoire, il a voulu prendre la parole, mais je vous dis, j'ai mon petit qui est artiste, il me raconte que il a failli subir, comment dire, ça veut dire un peu comme une nuée de sauterelles sur lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Oui, on l'a écouté, Safa Thomas ici indiquer que cet AG dont on parle demain, il ne sait pas de quoi il est question, puisqu'il n'a jamais convoqué, lui qui avait convoqué la dernière AG qui n'avait pas... non, c'est là, pardon, de cet incident que je vous raconte, pour donc dire que nous espérons que demain, la musique va véritablement adoucir les mœurs et qu'on aura un président qui va donc assurer avec la légitimité de tous cette auguste instance de la musique au Cameroun. Jean-Franck Moreau, un mot rapidement sur ce sujet avant qu'on sorte de l'émission. Oui, je vais revenir par rapport à la problématique du sport en démontrant que c'est regrettable que depuis de belles lurettes, on ne cesse de parler de manière répétitive de la problématique relative à la cohérence au niveau de la gestion du football camerounais. Quand on sait que dans les pays développés, le football, c'est un business très lucratif. Bon, aujourd'hui, avec l'avènement de la CAN, l'État du Cameroun a investi de fortes sommes d'argent pour les infrastructures. Est-ce que les éléments multiplicateurs doivent suivre, comme dans le jargon des économistes, on dit les éléments multiplicateurs d'un investissement en termes d'action opérationnelle qui doivent permettre à ce que, après la CAN et la CHAN, que l'État puisse... Vraiment, pour l'instant, on n'y a pas encore. Pour l'instant, il faut d'abord terminer même ces ouvrages-là. On sait que l'État peut commencer à réfléchir sur les effets multiplicateurs. On n'a pas fini. On peut dire quelque chose, c'est que le management au Cameroun, de manière naturelle, a un problème de leadership. C'est-à-dire, la dimension de non-manager n'est pas de nature à pouvoir porter les projets qui les sont assignés. Quand vous regardez un peu ce qui se passe à la FECAFOOT, il parle une corrélation avec la problématique relative à l'incohérence que nous observons, je veux dire, chez les artistes. Il faut que les artistes camerounais apprennent d'abord à se regarder dans le miroir et apprennent à s'accepter comme tel. Ça, c'est la première des choses. Il faut que l'État du Cameroun puisse mettre sur pied des mesures qui permettent à ce que ces gens soient respectés dans la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème en ce qui concerne la répartition des droits d'auteur. Et que ces entreprises qui sont au Cameroun, qui ne paient pas des impôts pour la plupart, puissent payer, je veux dire, ce qui revient aux artistes et que la répartition puisse être normale. Permettez que je continue mon analyse. Lorsque vous avez sorti, il faut qu'on apprenne dans ce pays à soutenir les talentueux artistes qui ne demandent qu'à vivre. C'est véritable dans un pays comme le Cameroun. Au XXe siècle, les grands artistes se retrouvent en rang pour prendre des petits perdièmes, alors que les multinationales sont au Cameroun, engagent des bénéfices et n'arrivent pas à reverser cela. Je veux dire, pour que ces gars puissent fonctionner normalement, c'est véritable. Ok. On va s'arrêter là pour ce vendredi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci au docteur Louison Essoma, enseignant
de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci à Alex Nguepi, militant du MRC, le Mouvement pour la naissance du Cameroun. Merci à Albert Anatole Aïssi, journaliste, et Jean-Franklin Momo, directeur de publication de Africa Business Magazine et consultant management. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Equinox ce soir. Bonsoir chez vous. Ce dimanche sur Equinox Télévision. Monsieur le Président.